Bonjour tout le monde, je me présente Mickaël Cron, je suis vétérinaire technique chez Ceva Santé Animale et aujourd'hui c'est un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur l'hypertension artérielle chez le chat. Vous savez, c'est un enjeu majeur chez Ceva depuis le lancement d'Amodip en 2015. C'est une thématique sur laquelle on investit beaucoup et on vous accompagne également au quotidien pour justement vous aider à développer les mesures de prise de pression artérielle chez le chat. Il faut savoir que c'est vraiment une maladie qui est grave, irréversible, vraiment avec des répercussions très graves sur des organes cibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Émilie Treilloux, donc, qui est vétérinaire Bonjour. spécialiste en cardiologie et chargée d'enseignement à VetaGrosSup et également praticienne au CHV des Cordeliers. Et Mario Servone, qui est spécialiste en médecine interne, chargé d'enseignement à VetaGrosSup et également praticien à Nicura Paris 11. Donc voilà. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il puisse vous présenter les conséquences de l'hypertension artérielle chez le chat, de vous présenter vraiment toutes les lésions qu'on peut retrouver au niveau cardiaque, neurologique et rénal, sachant que la partie ophtalmologie avait déjà été traitée dans un autre webinaire. Donc vraiment, se consacrer aujourd'hui sur ces lésions-là, de vraiment les identifier, de voir comment on traite et ce qu'on peut attendre en termes de résultats sur un traitement, et puis d'éviter un maximum les lésions les plus graves possibles chez ces chats hyper tendus. Donc, je vous laisse en bonne compagnie avec Mario et Émilie. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On prendra le temps à la fin d'y répondre. On les traitera toutes une par une en espérant qu'on ait le temps. Et si jamais on n'a pas le temps, je les enverrai à Mario et Émilie et on vous enverra la réponse par la suite. Mais normalement, on devrait avoir le temps. Mario, Émilie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avant d'aborder l'hypertension, donc le côté pathologique, juste quelques rappels d'un point de vue physiologique. Savoir que le but de l'organisme dans le contexte de pression artérielle est de maintenir en fait une pression stable afin de perfuser tous les organes et que tous les organes puissent donc travailler. Et ce concept, donc, n'est pas vraiment en lien avec la pression systolique ou diastolique dont on parle toujours et qu'on peut aisément mesurer en pratique courante, mais c'est plutôt le concept de pression artérielle moyenne qui doit être stable. Et cette pression artérielle moyenne doit être au moins de 95 mm de mercure, au moins, on va dire en moyenne de 95 et au moins de 60 mm de mercure. Et c'est le produit entre un équilibre entre l'activité du cœur et l'activité des reins. La pression artérielle moyenne, par définition, c'est la pression tout au long d'un cycle cardiaque, donc qui va prendre en considération à la fois la systole et à la fois la diastole. Il y a évidemment une formule pour la calculer, mais qui ne nous intéresse pas du tout en pratique courante. Et le concept important à retenir, c'est que cette pression artérielle moyenne dépend d'un côté du débit cardiaque et de l'autre côté des résistances vasculaires périphériques. Elle est à différencier en tant que telle de la tension artérielle, c'est-à-dire ce que nous on appelle pression artérielle systolique et diastolique. Et j'y mets l'accent pour vous dire que quand on mesure une pression artérielle, nous on le fait tous les jours, on n'a vraiment pas le résultat de la pression artérielle moyenne. On a un reflet de cette pression artérielle moyenne qui est donc sous la forme d'une pression artérielle systolique et en moindre mesure diastolique. Donc, équilibre, on a dit, entre le cœur et les reins. D'un côté, il y a le cœur, donc notamment le débit cardiaque, qui lui est le produit de la fréquence cardiaque et de la contractilité cardiaque. Donc, en gros, si la fréquence augmente et la contraction augmente, ça augmentera le débit cardiaque et vice-versa. Et d'un autre côté, on a les résistances vasculaires périphériques. Donc, c'est là que le rein joue, entre autres, à travers le système rénine-angiotensine-aldostérone, mais également à travers la vasoconstriction de l'artériole efférente, on le verra après. Et donc, en gros, cette résistance vasculaire périphérique va augmenter si on a une vasoconstriction, donc une réduction du diamètre des artérioles surtout. Et en revanche, elle va diminuer si on aura une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du diamètre de ces artérioles. Et donc, finalement, la pression artérielle moyenne est le produit d'un équilibre entre le cœur et les artérioles périphériques.
est également associé à un volume constant. Donc, on va rajouter à ce moment-là une troisième variable, c'est le volume, c'est-à-dire la quantité liquide à l'intérieur de notre sang. Là, en guise d'exemple, si on est très déshydraté, si nos animaux sont très déshydratés, ce volume va diminuer. On rentrera donc dans un contexte d'hypovolémie. Et cette hypovolémie, si elle est très importante, elle peut induire également, participer également à une hypotension finalement. Comment l'organisme contrôle cette pression artérielle? Eh bien, il y a un contrôle à court terme et un contrôle à long terme. Le contrôle à court terme est sous l'action du système nerveux central. Ce système nerveux central est informé tout au long et à chaque seconde et à chaque milliseconde de ce qui se passe en périphérie à travers des barorécepteurs qui sont principalement en regard de la paroi du sinus aortique et de l'arc aortique. Et il va contrôler la pression artérielle en cas de variation du volume sanguin, donc on l'a dit, en cas d'hypovolémie, mais également à contrario d'hypervolémie, en cas d'altération du débit cardiaque et surtout de diminution du débit cardiaque, et également en cas d'altération des résistances vasculaires périphériques. Donc là, un petit schéma pour comprendre cela. Imaginons qu'il y a une hypovolémie ou une hypervolémie. Donc là, on est sous la variable volume. Ou au contraire, qu'il y a une altération des résistances vasculaires périphériques, donc vasoconstriction ou vasodilatation. Ou qu'il y a encore une altération du débit cardiaque et de le spécifique de la fréquence cardiaque, donc tachycardie ou bradycardie. Et bien, ces variations vont informer le système nerveux à travers des barorécepteurs. Et ces barorécepteurs qui ont informé le système nerveux central, finalement, vont agir au bout de toute cette cascade via l'activation du système nerveux sympathique, donc notamment production de catécholamines et parasympathique. Et donc, on va jouer sur l'éjection systolique, donc de nouveau sur le débit cardiaque, sous la fréquence cardiaque, donc de nouveau sur le débit cardiaque lui-même, et enfin sur les résistances vasculaires périphériques. Par exemple, j'ai une vasodilatation périphérique, donc j'ai une hypotension finalement qui se met en place, les barorécepteurs vont la sentir, le système nerveux central est informé, donc il va faire produire des catécholamines qui vont réduire le diamètre des vaisseaux en périphérie, donc jouer sur la résistance vasculaire périphérique et qui vont également augmenter la fréquence cardiaque, donc on va nous faire entrer en tachycardie pour de nouveau maintenir une pression artérielle moyenne stable. À long terme, c'est un peu plus compliqué. La pression artérielle à long terme est sous le contrôle du système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors, à ce moment-là, les variations et les variables qui rentrent en jeu sont la concentration en sodium et en chlore dans le sang, mais donc les concentrations en sodium et en chlorure qui vont arriver à la macula densa rénale, les variations de pression artérielle qui sont, si vous voulez, senties par le rein via l'artériole afférente. Et ces deux variables vont d'un côté jouer au niveau rénal et de l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure, directement activer le système nerveux sympathique via les barorécepteurs dont on vient de parler, puisqu'automatiquement, également, le système nerveux est mis à jour de tout ce qui se passe. Donc, en gros, de le spécifique, pourquoi sodium et chlore sont importants? Parce que imaginez qu'on est dans un contexte de hypotension, c'est-à-dire de bradycardie. Donc, il y a moins de sang qui arrive jusqu'au rein. S'il arrive moins de sang, il arrivera également moins de sodium et moins de chlore parce qu'il y a moins de sang qui est filtré. Par conséquent, ces variations de sodium et de chlore sont senties en regard de la macula densa et donc vont activer la production de rénine par l'appareil justaglomérulaire. Alors, activer la production de rénine via l'angiotensinogène, qui est le produit de base, et donc toute la cascade du système rénine-angiotensine-aldostérone qui va aboutir à la production d'angiotensine 2 dont le but principal est de conserver du sodium, donc de réabsorber du sodium, parce que finalement, ce qu'on a dit au rein, c'est rien d'autre qu'il n'y avait plus de sodium. Et d'un autre côté, angiotensine 2, qui elle-même va participer au niveau vasculaire en augmentant la résistance vasculaire périphérique, puisque c'est une substance qui va réaliser une vasoconstriction, et également au niveau cardiaque, puisqu'elle va augmenter le débit cardiaque, notamment la fréquence cardiaque et en moindre mesure la contractilité cardiaque. Et donc, comme produit final, on aura une rétention de sodium et donc une augmentation du volume. Rappelez-vous que l'eau suit toujours le sodium. Donc, si j'augmente le sodium qui est absorbé, le volume, qui était une de nos variables pour le maintien de la pression artérielle, va augmenter. Et d'un autre côté, j'ai mon pouvoir vasoconstricteur, à la fois de l'angiotensine 2
et du système nerveux sympathique qui va donc augmenter la pression, finalement maintenir une pression artérielle moyenne stable. En ce qui concerne le rein de le spécifique, une diminution de la pression artérielle va donc se traduire par une diminution de la pression hydrostatique glomérulaire, c'est-à-dire la quantité d'eau que le glomérule est en train de filtrer. Cela ne signifie rien d'autre qu'une diminution de ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire. Et donc, de nouveau, une diminution de la quantité de sodium et de chlore qui arrive au niveau de la macula densa. On a vu que d'un côté, cela activait le système rénine-angiotensin-aldostérone. C'est très bien, ça nous a aidé. Pourquoi ça nous a aidé? Parce que ça va permettre une augmentation des résistances vasculaires périphériques d'un côté et une vasodilatation de l'artériole afférente, comme dans le petit dessin que vous trouvez dans cette diapositive, qui donc va rétablir en gros une quantité d'eau, finalement de sang en vérité, qui arrive au niveau de chaque glomérule. Et donc là, j'ai rétabli mon débit de filtration glomérulaire. J'en suis content. Néanmoins, si cela se poursuit dans le temps, cette augmentation de la résistance vasculaire périphérique va être en continu et va être en continu également par la vasoconstriction de l'artériole efférente, comme vous le voyez de la deuxième image plus haut à droite. Et cela à long terme est délétère puisqu'il va engendrer en fait une réduction du diamètre des artérioles en périphérie, qu'elle va faire trop augmenter la pression artérielle moyenne et donc qui va me donner une hypertension artérielle systémique. Voilà pourquoi, en cas de maladie rénale chronique, au début, tout ce qui se met en place, c'est quelque chose que l'organisme fait de positif et pour aider en fait la filtration glomérulaire, mais qui au long terme est délétère puisque va engendrer en fait comme effet secondaire une hypertension artérielle systémique. Et donc, on arrive aux causes d'hypertension artérielle systémique chez le chat. Alors, on a toujours dit que c'est idiopathique de la grande partie des cas. Aujourd'hui, on remet en cause cela parce qu'on a des moyens plus puissants pour diagnostiquer les maladies chez nos animaux de compagnie et puisqu'également, on est arrivé à un point où la médecine vétérinaire trouve sa place en fait de la vie de chaque animal et donc on arrive plus précocement à des diagnostics et plus facilement. Par conséquent, la place qui retrouve l'hypertension artérielle idiopathique aujourd'hui de l'espèce féline est moindre, moins importante par rapport auparavant. N'oubliez pas évidemment l'hypertension situationnelle, tout simplement due au stress. On appelait ça avant l'effet blouse blanche. Et ben, si vous êtes face à un chat qui est stressé ou si vous suspectez un stress, ne restez pas sur une unique mesure de pression artérielle, mais réitérez cette mesure pour être sûr qu'il y a effectivement une hypertension artérielle pathologique. Et puis on rentre dans les causes pathologiques à proprement parler, donc les maladies rénales chroniques. 65% des chats ayant maladie rénale chronique et de n'importe quel stade, et même au stade A, peut avoir une hypertension artérielle systémique. Et la sévérité de l'azotémie n'est pas corrélée à la présence ou pas de l'hypertension. Donc, je remets un accent. Un chat en stade 1, c'est-à-dire qui a uniquement des anomalies échographiques des reins ou qui a fait un épisode d'IRA dans sa vie de quelconque raison, peut développer une hypertension artérielle systémique tout de même. Une autre cause, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. Alors là, c'est 50 à 100% des chats qui vont avoir une hypertension artérielle. On tombe puis sur des maladies qui sont plus rares chez le chat, notamment le diabète, l'hypercorticisme et le phéochromocytome. Dans ce cas-là, l'hypertension artérielle systémique est reconnue comme comorbidité, mais ces maladies demeurent quand même rares chez le chat. Puis on a le diabète sucré. Alors, ça revient un peu de chez l'homme de dire que le diabète sucré est systématiquement associé à une hypertension artérielle systémique. Cela est vrai chez le chien et un peu moins vrai chez le chat dans la mesure où c'est plus rare. C'est que 15% des chats diabétiques qui vont avoir une hypertension artérielle. Et on se demande même si ces chats n'ont pas une néphropathie chronique associée qui est à l'origine de l'hypertension artérielle. Et enfin, on a l'hyperthyroïdie, maladie qui est fréquente et tout le monde a le réflexe de se dire si j'en ai une hyperthyroïdie, je dois absolument aller chercher une hypertension artérielle systémique. Alors, cela, d'un point de vue physiopathologique, n'est pas vraiment tout à fait vrai. De la mesure où, et là vous avez le schéma à droite, une augmentation des hormones thyroïdiennes provoque plutôt une vasodilatation périphérique, donc une diminution de la résistance vasculaire périphérique, donc plutôt une hypotension. Et ça, c'est reconnu chez l'homme. Cette hypotension, en revanche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer tous les mécanismes et les cascades dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire elle va aboutir à une diminution de la perfusion rénale avec une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone et donc à long terme
d'une hypertension artérielle systémique. Donc, effectivement, il est bien d'avoir le réflexe de toujours aller chercher une hypertension artérielle systémique en cas d'hyperthyroïdie, mais ce n'est pas forcément l'hyperthyroïdie en tant que telle qui va provoquer cette maladie. C'est là pour vous dire que très fréquemment, voire peut-être toujours, traiter l'hyperthyroïdie uniquement ne suffit pas à traiter l'hypertension artérielle systémique associée. Et enfin, l'utilisation d'érythropoïétine peut également être à l'origine d'une hypertension artérielle systémique chez le pour l'impact artérielle systémique, il nous faut des valeurs. Et selon le dernier consensus qui a été publié par l'ACVIM dans les dernières années, la valeur aujourd'hui seuil qu'on prend comme valeur supérieure, c'est 140 mm de mercure. C'est-à-dire qu'à partir de 140 mm de mercure et vers le haut, on commence à se dire ce chat en hypertension artérielle systémique. Tout en classifiant les animaux en 3 groupes, les préhypertensifs, les chats qui ont une pression systolique entre 140 et 160. L'hypertension vraie mais modérée, c'est des chats qui arrivent jusqu'à 180. Et l'hypertension sévère, les chats, mais ça vaut également pour les chiens, qui supèrent les 180 mm de mercure. Alors évidemment, tout nouveau, ce n'est pas une mesure qui va vous dire qu'il y a une hypertension artérielle systémique. Ce qu'on fait, et le conseil, c'est d'avoir une mesure de la pression artérielle chez tout chat à partir de l'âge de 6-7 ans de façon préventive, c'est de mesurer la pression. Si elle est inférieure à 160 mm de mercure, et ben là, vous la recontrôlez tous les 3, 6 à 12 mois, dépendant s'il y a ou pas des facteurs de risque. Ces facteurs de risque, c'est les maladies dont on a parlé tout à l'heure, les reins, l'hyperaldostéronisme, l'hyperthyroïdie, etc. Si en revanche, cette pression est d'emblée supérieure à 160 mm de mercure, alors là, si vous avez des signes de target organ damage, dont on parlera tout à l'heure, donc des signes d'atteinte cardiaque, oculaire, nerveuse, rénale elle-même, là, il faut tout de suite faire quelque chose. En revanche, il n'y a pas de signe de target organ damage, on va remesurer la pression. Si elle est de nouveau entre 160 et 180, et ben dans ce cas-là, on va répéter et rechecker pour des anomalies de target organ damage. Si en revanche, elle est de nouveau encore supérieure à 180, et ben là, boum, on va plutôt traiter. Qu'est-ce que c'est les organes target damage? C'est des organes qui sont très sensibles aux variations de pression, que ce soit en aigu ou en chronique. Et ces organes, c'est les yeux, le cerveau et la moelle épinière, donc le système nerveux central, le cœur et également les reins. On pense aux reins. Une maladie rénale chronique peut être elle-même la cause d'une hypertension artérielle systémique. Néanmoins, une hypertension artérielle systémique, elle va également aggraver la maladie rénale chronique, c'est-à-dire la cause elle-même. Pourquoi elle va l'aggraver? Parce que déjà, vous avez en gros des mécanismes de glomérulosclérose qui se mettent en place, mais également un mécanisme de perte de protéines. En effet, en gros, avec une maladie rénale chronique, vous avez une perte de néphrons. Ça, tout le monde le sait. Et vous savez également, on l'a vu tout à l'heure, que tout cela, ça va engendrer une dilatation de l'artériole afférente. En fait, on appelle encore ça les supernéphrons, en fait, qui vont travailler plus pour combler le manque des autres. Mais cela, ça va aggraver la pression intraglomérulaire à l'intérieur de glomérules. Donc, en fait, c'est comme vous avez un filtre, mais qui vous mettez beaucoup de pression avec de l'eau, et ben, ce filtre n'est plus capable de faire son travail. Il y aura des pertes. Finalement, ce filtre, il va même se casser à un moment donné. Et c'est en fait cette augmentation de la pression intraglomérulaire qui va vous donner une protéinurie et qui donc va vous aggraver la maladie rénale chronique. Et cette augmentation de la pression intraglomérulaire, elle est d'un côté due à la vasodilatation de l'artériole afférente et de l'autre due à la vasoconstriction de l'artériole efférente. On revient toujours au schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui se met en place au long terme. En ce qui concerne les yeux, on va y aller rapidement puisqu'il y a une autre conférence qui a été faite à ce sujet. En gros, l'hypertension artérielle systémique peut donner beaucoup de signes cliniques oculaires puisqu'elle peut atteindre différentes régions de l'œil, si vous voulez. Donc, on va avoir une rétinopathie, de l'hyphéma, un édème, un détachement de rétine jusqu'à arriver à la cécité. Et là, encore un petit schéma pour vous dire que comme les reins, également les yeux ont une autorégulation, si vous voulez, interne. Alors, ce n'est pas vraiment exact de parler d'autorégulation, c'est plutôt vous dire que le lit vasculaire de la rétine arrive à s'autoréguler avec des vasodilatations et vasoconstrictions, si vous voulez, sur la base de ce qui se passe en périphérie. Mais ça, il peut le faire jusqu'à
une certaine mesure jusqu'à un certain niveau par la suite, cette autorégulation est perdue et donc on aura finalement les lésions oculaires qu'on voit en cas d'hypertension. Et donc là, juste quelques images reprises par une revue qui a été publiée chez le chat. Donc, on peut avoir comme signe clinique ou mydriase bilatérale, des hémorragies qui peuvent être unies ou bilatérales et visibles directement en fait macroscopiquement, ou encore des hémorragies rétiniennes, un édème rétinien et ou un détachement de la rétine. C'est pas que s'il y a un, il n'y a pas l'autre. Ça peut être des lésions qui sont toutes ensemble. Et puis, on arrive en fait à l'autre organe qui est le système nerveux central, qui souvent nous on oublie, on a tendance à oublier que le cerveau et la moelle épinière sont sensibles aux variations de pression. Et là, vous voyez 30 à 50% des chats avec une hypertension artérielle systémique ont une atteinte nerveuse. Et ça passe vraiment de la plupart du temps inaperçu, puisque les signes cliniques seraient connus uniquement chez 10 à 20% des cas. C'est-à-dire que sur 10 chats, la moitié va avoir une atteinte nerveuse, mais il n'y en a que 1 à 2 où vraiment on se rend compte. Et ces atteintes nerveuses sont dues à une augmentation soudaine de la pression artérielle. Donc déjà, le chat est stressé, il a tendance à avoir quand même des pressions un peu plus augmentées. Si en plus, chez un hypertendu, on fait des pics, bah là, on peut avoir des atteintes nerveuses. Mais également, si la pression artérielle systémique est de façon soutenue, maintenue de le temps, supérieure à 180 mm de mercure. Donc même son pic, vous pouvez finalement avoir une atteinte nerveuse. Les causes, évidemment, l'hypertension artérielle systémique qui va toucher le cerveau sont toujours les mêmes causes d'hypertension artérielle systémique tout court. À savoir que si on a du mal avec l'examen neurologique ou si on a du mal à référer ou à réaliser des examens complémentaires pour mettre en évidence ces anomalies, sachez que le 93% des chats qui ont des atteintes nerveuses dues à une hypertension artérielle systémique ont également des lésions fondiques. Donc, notamment, l'examen du fond d'œil peut nous aider. Alors, quels sont les signes cliniques en cas d'atteinte? C'est un peu les signes en fait, d'atteinte intracrânienne, donc crise convulsive, léthargie ou coma, ataxie. Alors, le type d'ataxie vestibulaire, cérébelleuse ou proprioceptive dépendra en fait de l'endroit qui a été atteint au sein du système nerveux central. Donc, vous aurez une ataxie vestibulaire s'il y a une atteinte du système vestibulaire, donc notamment du tronc cérébral. Une ataxie cérébelleuse s'il y a une atteinte du cervelet. Une ataxie proprioceptive s'il y a une atteinte du prosencéphale, donc le cerveau, les hémisphères à proprement parler, ou de la moelle épinière. Des anomalies comportementales qui semblent être très fréquentes et même uniques, c'est-à-dire vous n'avez que des anomalies comportementales comme signe clinique d'une atteinte nerveuse due à une hypertension artérielle systémique, ou encore la ventreflexion. Alors là, voilà, j'espère que vous sentez l'audio. Ça, c'est un chat, en fait, qui présentait des troubles comportementaux dus à une hypertension artérielle systémique. Lui, en gros, il s'est arrêté au bout de la pièce, il commençait à hurler, alors qu'il n'y avait pas de perte de conscience ni rien. À droite, vous avez le même chat, en fait. Il y a eu un arrêt de traitement non voulu d'un point de vue vétérinaire, disons, des oublis, en gros. Donc, le chat a eu un pic d'hypertension artérielle systémique. J'arrête peut-être le son. Et donc, il a fait en fait un saignement intracrânien, en gros, que vous voyez de la vidéo à droite. Donc, il tournait en rond en fait du côté droit. Ce saignement était donc du côté droit. Et ici, vous avez un autre chat, lui, qui a une atteinte vestibulaire due à un saignement intracrânien, donc un accident vasculaire cérébral intracrânien, en fait, dû à une hypertension artérielle systémique qui était due à une maladie rénale chronique. Dans les deux cas, c'est des chats qui avaient une hypertension artérielle systémique due à une maladie rénale chronique. Donc là, en gros, un papier qui a été publié dernièrement qui vous donne un peu la fréquence des signes cliniques en cas d'atteinte nerveuse due à des AVC, due à les AVC eux-mêmes ou une hypertension artérielle. Et donc là, vous voyez, l'ataxie est très fréquente, mais regardez les altérations du comportement, c'est quand même fréquent aussi et pas forcément en lien la vocalisation inappropriée, comme vous l'avez vu chez le chat de tout à l'heure, en lien avec une hyperthyroïdie. On a toujours dit si ça vocalise, c'est une hyperthyroïdie. Ben, en fait, non, aujourd'hui, on remet en question. C'est peut-être qu'il vocalise parce qu'il a une hypertension et qu'il a une atteinte nerveuse associée. Les crises convulsives arrivent quand même fréquemment aussi, mais sont moins fréquentes, par exemple, que l'ataxie et si fréquentes que les altérations du comportement. Et vous voyez, il y a également des signes de type
paralysie du nerf facial isolée, bon, ça reste quand même assez anecdotique au moins dans ce papier. Qu'est-ce qu'il est intéressant dans ce papier? C'est pas que les signes cliniques, mais c'est surtout le fait de savoir qu'il peut y avoir une résolution complète des signes nerveux si on traite. Avant on traite, mieux c'est. Et ça, il faut le dire aux propriétaires parce que souvent, quand des animaux, et surtout âgés, imaginez un chat de 17 ans qui arrive en crise convulsive, souvent les propriétaires veulent aller à l'euthanasie assez rapidement et parfois, il faut se le dire nous-mêmes, on se dit, bah, il ne faut pas s'acharner là. Et bien, en vérité, si vous avez un chat de 17 ans avec une maladie rénale chronique qui a une hypertension artérielle ou chez lequel on vient de découvrir une hypertension artérielle systémique qui est très probablement à l'origine de ces troubles nerveux, eh ben, on peut le traiter. Et vous voyez dans ce papier, plus de la moitié des chats avaient eu une résolution complète des signes nerveux en une moyenne de 60 jours. Donc, il faut dire aux gens que ça peut être lent et incluant des chats qui avaient des signes nerveux graves, donc incluant les chats avec crise convulsive, plérotonus, etc., etc. Et parmi les traitements utilisés, la plupart avaient eu de l'amlodipine, puisque le consensus aujourd'hui nous dit que le traitement de choix pour l'hypertension artérielle systémique, que ce soit en urgence ou pas, c'est l'amlodipine. Alors que des réponses partielles étaient décrites chez les 8 autres chats, donc vous voyez finalement aucun, comment dire, la plus grande majorité des chats a eu une réponse quand même. Et dans cette réponse partielle, il restait des chats qui avaient gardé une ataxie, 3 chats, ou des spasmes facieux. Enfin, il n'y a pas eu de réponse chez 2 chats, c'est également possiblement le cas. Ça, donc, il faut dire au propriétaire, il est probable qu'il y aura une réponse. Cette réponse peut être complète ou partielle, mais il est également possible, mais moins probable, qu'il n'y aurait pas de réponse. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas que d'une atteinte intracrânienne en cas d'hypertension artérielle chez le chat. Il peut y avoir également une atteinte de la moelle épinière, ce qu'on appelle une myélopathie ischémique cervicale, qui intéresse en gros la région C1, C5, qui se manifeste cliniquement par une tétraparésie ou tétraplégie, mais par une ocyception normale. Et elle est due à une ischémie de l'artère spinale ventrale et ne s'associe pas à de la douleur. Alors, j'espère de ne pas me tromper, mais à mon souvenir, vous n'avez pas de douleur dans ce cas-là. Mais en gros, même s'il y a de la douleur, de nouveau, n'allez pas, si vous voulez, comment dire, tout de suite partir chez un chat âgé sur le cas de je vais l'euthanasier parce qu'il est âgé, en plus il est tétraplégique ou tétraparétique. On ne pourra rien faire, c'est en chirurgie qu'il faut faire. Non, s'il est hypertendu, c'est probablement dû à l'hypertension artérielle systémique qu'il a fait en fait une myélopathie ischémique cervicale. Évidemment, le diagnostic différentiel est large, mais c'est pour vous rappeler qu'il n'y a pas que ce qu'on pense connaître, c'est-à-dire en gros les hernies discales, et d'ailleurs je ne vous ai pas mis là-dedans, mais il y a également cette possibilité-là. Et donc, une autre étude à ce sujet-là, qui a inclus peu de chats et 8 chats, qui avaient, dans la plupart des cas, un stade 3 de tétraparésie non ambulatoire. 6 chats avaient une hypertension artérielle systémique qui était confirmée. Les 4 autres avaient soit une maladie cardiaque, soit une maladie rénale chronique qui pouvait faire penser à une hypertension artérielle systémique qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence puisque intermittente. Là, après, toute étude a sa limite. Et vous voyez que pour 7 chats, on avait des informations quant au suivi. Il y avait une résolution de l'état ambulatoire chez tous ces 7 chats. Donc, 7 sur 8, c'est quand même beaucoup. En médiane, en 5 jours, on peut arriver jusqu'à 14 jours avec une ataxie résiduelle modérée chez 3 de ces 8 chats, 7 chats finalement en totalité, jusqu'à 3 ans et demi presque après, en traitant uniquement la hypertension artérielle systémique. Et évidemment, avec un traitement on va dire, en hospitalisation. Pour le dernier organe cible de l'hypertension artérielle systémique, je laisse la parole à Émilie. Merci Mario. Alors moi, donc, je vais vous parler du cœur, donc, qui est un des organes cibles lors d'hypertension artérielle systémique. On peut observer plusieurs choses, principalement à l'échographie, qui est notre instrument principal. Donc on peut observer en fait une hypertrophie pariétale du ventricule gauche, de la paroi libre et ou du septum interventriculaire, donc l'un ou l'autre ou les deux, que ce soit symétrique ou non, donc un phénotype type myocardiopathie hypertrophique. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a des hypertrophies cardiaques, on dit toujours que ça peut être une myocardiopathie hypertrophique primitive, mais on demande toujours, surtout si les chats sont âgés, de vérifier si l'animal est hypertendu ou non. Mario, si tu peux. Excusez-moi.
Donc voilà l'exemple d'un chat normotendu. Donc ça, c'est une coupe transventriculaire, donc une coupe transversale qui passe à travers les ventricules en mode temps-mouvement qui va nous permettre d'évaluer l'épaisseur des parois en diastole et en systole. Donc ça, c'est un chat normotendu. Et voilà l'exemple d'un chat avec une hypertrophie symétrique du septum et de la paroi libre du ventricule gauche. Là, c'est une hypertrophie qui est plutôt localisée à gauche sur le septum interventriculaire, la paroi libre restant d'épaisseur normale. Et en bas à droite, on a une hypertrophie des deux parois, mais qui est plus marquée sur la paroi libre du ventricule gauche, avec en plus, vous voyez, un peu d'épanchement péricardique. Donc, on peut avoir vraiment plein d'hypertrophies différentes. Et c'est pas parce qu'on a une hypertrophie symétrique ou asymétrique que ça fera moins hypertension. On peut vraiment avoir tous les types. Cette hypertrophie chez l'homme, elle est décrite dans 26 à 61% des cas des hommes hypertendus. Et chez le chat, c'est entre 75 et 85% quand même, donc c'est une partie qui est non négligeable. À savoir que le degré d'hypertrophie n'est pas corrélé à la valeur de la pression artérielle systémique et que l'hypertrophie, elle est souvent discrète à modérée quand même. On peut avoir également une diminution du diamètre interne du ventricule gauche, donc une hypertrophie concentrique et moins souvent excentrique. Ce qu'on a aussi rarement, mais qu'on peut observer, c'est une dilatation de la racine aortique avec une aorte qui apparaît vraiment très protubérante, voire un anévrisme de l'aorte, mais ça c'est quand même rare, et une asymétrie des cuspides aortiques. Donc vous voyez là sur ce papier un anévrisme de l'aorte avec une dissection aortique, c'était sur un... Ah. Mario s'est déconnecté, bon. On va attendre qu'il se reconnecte parce que c'est lui qui a la main sur le PowerPoint. Il est en ligne, c'est une bonne nouvelle. Il faut juste qu'il partage son écran. Ok, ça on a vu. Alors, est-ce qu'on peut avoir la diapo d'après? Encore. Voilà. Encore. Voilà. Et donc là, en bas, vous voyez, en bas à gauche, un chat normotendu avec les 3 cuspides qui ont une taille équivalente. Donc ça, c'est une coupe transaortique. Et à droite, une asymétrie des cuspides qui était observée chez un chat hypertendu. Et on peut aussi avoir une hypertrophie, mais qui n'est pas localisée au niveau transventriculaire, mais qui est localisée au septum interventriculaire, mais dans la région sous-aortique. Donc, ça fait une sorte de bourrelet sous-aortique, avec ou sans obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche et mouvement systolique antérieur mitral. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà un chat normotendu, c'est une coupe 5 cavités, où on voit que le septum interventriculaire se termine vraiment fin haut, sans obstruction dans la chambre de chasse. Et à gauche, vous voyez qu'il y a une hypertrophie avec une sorte de bourrelet du septum qui fait protrusion dans la chambre de chasse du ventricule gauche, ce qui peut entraîner dans certains cas une obstruction dynamique de la chambre de chasse du ventricule gauche. Vous allez voir en couleur des turbulences dans l'aorte, si ça arrive. Voilà. Donc des turbulences qui partent dans l'aorte et à la fois une insuffisance mitrale excentrée. Donc on va s'intéresser à ces deux entités. Et souvent, quand on a des formes obstructives comme ça fait un gros souffle au cœur parce qu'on a deux sources de turbulences. Donc, on va d'abord s'intéresser à l'obstruction dynamique dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Donc, voilà un Doppler aortique sur un chat normal, c'est-à-dire qu'on mesure la vitesse du sang qui part dans l'aorte. On voit qu'on a une courbe qui est évidée en son sens, ce qui veut dire que le flux est laminaire et qui a une forme d'équerre et qui normalement est inférieure à 2 mètres par seconde. Et quand on a une obstruction dynamique, vous voyez qu'on a une forme assez particulière qu'on appelle en lame de couteau inversé, c'est-à-dire que plus la systole passe et plus ça accélère. Et donc ça, c'est un flux qui est vraiment caractéristique d'une obstruction dynamique de la chambre de chasse du ventricule gauche avec des vitesses qui vont à plus que 2 mètres par seconde et donc qui font un souffle au cœur. Donc ça, c'est la première variable du gros souffle au cœur, l'obstruction dynamique. Et l'autre variable, c'est le reflux mitral. Alors pourquoi on a un reflux mitral comme ça ? Eh bien, c'est parce qu'on a en plus un mouvement systolique antérieur mitral. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut faire une coupe, là, vous voyez, c'est une coupe transventriculaire, mais non plus, c'est une coupe transversale, mais non plus transventriculaire, mais transmitrale, c'est-à-dire qu'on fait passer le curseur au niveau de
de la valve mitrale. Et donc, on va voir en haut à gauche, là, vous voyez le mouvement de la valve mitrale en diastole et en systole. Donc, en diastole, on a l'onde E et l'onde A qui correspondent au remplissage ventriculaire. Et normalement, en systole, dans le carré orange, le feuillet antérieur, la valve est fermée, le feuillet antérieur est à distance du septum interventriculaire. Mais quand on a une obstruction dynamique de la chambre de chasse du ventricule gauche, on a une sorte de petit torrent dans l'aorte qui va attirer le feuillet antérieur et qui va l'attirer vers le septum interventriculaire. Et donc là, vous voyez qu'en systole, le feuillet antérieur, il vient taper contre le septum interventriculaire. Donc même si la valve mitrale n'est pas abîmée à la base, vu que le feuillet antérieur, il est aspiré, ça fait qu'elle ne peut pas bien se fermer. Et donc, ça fait une insuffisance mitrale qui est caractéristique, qui est excentrée, qui va vers la paroi de l'atrium gauche. Et donc, c'est pour ça qu'on a un gros souffle, parce qu'on a à la fois l'insuffisance mitrale qui va vite et à la fois le sang dans l'aorte qui va vite. Voilà. Ce qu'on peut avoir d'autre, c'est une augmentation du reflux mitral. Donc, c'est soit quand on a un mouvement systolique antéromitral, mais même quand on n'a pas d'obstruction, s'il y a une petite goutte qui fuit sur la valve mitrale, forcément, s'il y a une hypertension, la goutte, elle fuira plus vite parce qu'il y a plus de pression dans le ventricule gauche, donc il y a un plus grand gradient de pression entre le ventricule et l'atrium gauche, donc la fuite s'entendra davantage. On peut avoir aussi une augmentation du temps de relaxation isovolumique, c'est-à-dire le temps entre la fermeture de l'aorte et l'ouverture des mitrales. C'est le temps pendant lequel le cœur se relâche, donc ça peut être augmenté lors d'hypertension. Une diminution de la vélocité de l'onde E mitrale et une augmentation de l'onde A, donc ça c'est le remplissage ventriculaire, c'est diastolique, ça se fait en 2 temps. On a une onde E comme early diastole, c'est le remplissage passif entre le ventricule et entre l'atrium et le ventricule. Et à la fin de la diastole, on a la contraction atriale et une onde A qui est l'onde active, comme atrial contraction. Normalement, l'onde E est plus grande que l'onde A, mais lors d'hypertension, on peut avoir une inversion de ce rapport. Et si les lésions sont très marquées, on peut avoir secondairement une dilatation atriale gauche, plus ou moins la présence de volutes et de thrombus, notamment dans l'auricule gauche. Donc, vous allez voir voilà, à gauche, vous avez un chat normal avec l'aorte et l'atrium gauche qui est de taille équivalente à l'aorte. Et à droite, une dilatation atriale gauche sévère avec la visualisation de l'auricule gauche. Normalement, on ne voit pas l'auricule gauche quand l'oreillette n'est pas dilatée. Et dans les cas très graves, on peut avoir, vous allez voir, donc ça c'est un chat normal, c'est une coupe 4 cavités. Vous voyez que l'oreillette gauche est bien, le septum interatrial est bien droit, ça veut dire qu'il y a de surpression ni dans un sens ni dans l'autre. Et à droite, vous avez un chat avec une dilatation atriale gauche. Vous voyez que le septum interatrial, il est bombé, ce qui est un signe de surpression. Et en plus, vous avez à l'intérieur une énorme masse qui est en fait un thrombus qui s'est formé dans l'atrium gauche. Et ça peut avoir l'effet d'une boule de ping-pong. Quand on a un film, ça va taper comme ça. Et on ne voit pas forcément les thrombus en plein milieu de l'atrium gauche, donc il faut vraiment aller voir dans l'auricule parce que c'est dans les auricules généralement qui se forment. Mais avant d'avoir des thrombus, déjà, ce qu'on peut voir souvent, ce sont des volutes, comme des volutes de fumée qui sont dans l'oreillette, qui sont en état pré-thrombotique et qui encouragent à mettre en place un traitement anti-agrégant plaquettaire, par exemple. Et là, Mario devrait revenir, peut-être. Vous m'entendez? Émilie, tu m'entends? Oui. Ouais, je suis désolé, hein, c'est un peu un décalage. Vous voyez la diapo avec le chat? Oui. Parfait. Toutes mes excuses. D'autres, on ne les appelle pas vraiment des organ target damage, mais d'autres cibles qu'on peut avoir en cas d'hypertension artérielle systémique, c'est les petits vaisseaux d'autres organes en dehors de ceux dont on a parlé, et notamment de la muqueuse nasale. C'est des tout petits vaisseaux qui peuvent en gros se casser, péter, et donner donc une épistaxis, ce qui serait dans ce cas-là bilatérale, comme celle de la photo que vous voyez. Et dans d'autres cas, on suspecte, sous la base de papiers qui sont un
peu ancien, mais c'est vrai qu'en pratique courante, on arrive quand même à le suspecter, une hématurie en cas de hypertension artérielle systémique non contrôlée, qui est également due à la rupture des petits vaisseaux de la vessie. Et je vous dis que l'on suspecte, puisqu'on n'a pas vraiment une base scientifique pour le démontrer, mais c'est vrai que c'est des cas où vous n'avez pas d'inflammation, infection associée à cette hématurie, et cette hématurie se résolve une fois que vous contrôlez l'hypertension artérielle systémique. Enfin, une fois reconnue cette hypertension artérielle systémique, une fois reconnues les atteintes sur les organes cibles qu'elle peut avoir, comment en fait on peut se dire mais l'origine elle est où? Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est la cause? Et ben, dans ce cas-là, en fait, il va falloir se rappeler déjà des causes d'hypertension artérielle systémique en ce qui concerne, si vous voulez, l'origine. Donc, c'est la plus fréquente et chez le chat, ça reste quand même les maladies rénales chroniques au moindre mesure, comme on a dit, l'hyperthyroïdie. Et secondairement, si on veut investiguer l'atteinte donc des organes cibles, et ben, si on pense au rein, c'est-à-dire on veut savoir si le rein était la cause, mais également la conséquence de l'hypertension, et ben, on a en fait notre panel biochimique qui va nous aider à associer à l'analyse urinaire. Et bon, dans les papiers anglophones, il y a toujours la mesure de débit de filtration glomérulaire mais qui malheureusement n'est pas faisable en pratique. Donc, on va se contenter de ce qu'on a, SDMA, urée, créatinine et analyse urinaire complète, y incluant la protéinurie. Pour les yeux, on l'a vu, c'est l'examen du fond d'œil qui est très, très intéressant. Pour le cerveau, et ben là, de nouveau, on neurolocalise d'un point de vue clinique, mais finalement, si on veut vraiment mettre en évidence la lésion, c'est plutôt des examens d'imagerie et notamment l'IRM, même si parfois on peut ne pas voir la lésion en tant que telle alors qu'elle existe. Et enfin, pour le cœur et le système vasculaire, évidemment, hormis la mesure de la pression artérielle en tant que telle, on a l'échographie cardiaque, qui est un examen, comme Émilie vous le disait, sensible, voire même assez spécifique, qui s'associe parfois à l'électrocardiogramme ou aux radiographies thoraciques dans des cas de figure particuliers. Je relaisse la parole à Émilie pour le traitement. OK. Donc, le traitement de l'hypertension, les objectifs, ça va être une diminution progressive de la pression artérielle. Alors, on est optimal si on arrive à avoir des valeurs en dessous de 140 mm de mercure, mais ce qu'on espère au moins, c'est d'arriver en dessous de 160 mm de mercure et de diminuer le risque de lésion des organes cibles. Donc, si on a identifié la cause de l'hypertension, le mieux, c'est quand même de traiter la cause de l'hypertension. Et on ajuste le traitement si une fois qu'on a traité la cause, la pression reste supérieure à 160 mm de mercure. OK. Donc, une fois qu'on a établi la nécessité de traiter cette hypertension, on va mettre en place le traitement et au bout de 7 à 10 jours, on va remesurer la pression artérielle. Attention, c'est 7 à 10 jours s'il n'y a pas de lésion des organes cibles. En revanche, s'il y a des lésions de ces organes cibles, on n'attend pas 7 à 10 jours, on fait plutôt 1 à 3 jours. Donc, soit on est inférieur à 160 mm de mercure, voire 140, on est content. Donc, dans ce cas-là, on est content, on revérifie 4 à 6 mois plus tard. Si on est inférieur à 120, on se dit que peut-être on a un petit peu trop traité, donc on va un peu diminuer les doses de médicaments. Et si on est toujours supérieur à 160, eh ben, on augmente soit les doses, soit on augmente les doses, soit on ajoute un autre médicament. Et si on est en hypo ou toujours en hypertension, eh ben, idem, on vérifie 7 à 10 jours plus tard ou 1 à 3 jours s'il y a toujours des signes de lésion des organes cibles. Donc voilà les différents traitements de l'arsenal thérapeutique de l'hypertension. Donc on a à la fois des IECA, le telmisartan, bon, des inhibiteurs calciques, enfin voilà, mais des antagonistes de l'aldostérone, vous voyez, des thiazidiques, du furosémide également, des vasodilatateurs. Et en fait, ce qu'on va voir dans la diapo d'après, c'est que vraiment, le traitement, le fer de lance, ça va être l'amlodipine. Quand on a une hypertension artérielle stable à traiter, c'est-à-dire que l'animal n'est pas en crise, on va déjà s'intéresser à l'alimentation. Il faut savoir que la réduction en sel, ça a été mis en avant, mais ça reste controversé. Une réduction importante en sodium, ça active le système rénine-angiotensine-aldostérone et à la fois, ça accroît l'effet des IECA et du telmisartan.
Quoi qu'il en soit, la plupart du temps, l'hypertension étant liée à une maladie rénale, il faut savoir que les croquettes rénales sont de toute façon bien dosées en sodium, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et on va surtout se baser sur l'amlodipine. Alors, la dose d'amlodipine à utiliser, si la pression artérielle systémique est inférieure à 200 mm de mercure, on va commencer à une dose à 0,625, donc c'est en gros un demi-comprimé d'amlodip. Si jamais la pression artérielle est supérieure à 200, eh ben on va directement commencer par un comprimé entier, c'est-à-dire 1,25 mg. Attention, la dose, elle n'est pas liée au poids de l'animal, ni à la pharmacocinétique, c'est vraiment relié à la sévérité de l'hypertension. En dessous de 200, un demi-comprimé, au-dessus de 200, un comprimé. Si malgré tout, il reste une protéinurie avec l'amlodipine, on peut ajouter un IECA, plus ou moins du telmisartan. Il faut savoir que le telmisartan utilisé seul pour contrôler l'hypertension artérielle, c'est uniquement si vous avez une pression artérielle systémique inférieure à 200 mm de mercure et sans lésion des organes cibles. Sinon, ça n'a pas été étudié, donc on ne vous conseille pas de le faire. Et en ce qui concerne la crise hypertensive, c'est-à-dire l'animal qui est vraiment en crise, ça ne va pas du tout, l'objectif, ça va être de diminuer progressivement la pression artérielle parce que, comme vous a dit Mario tout à l'heure, on a une autorégulation du lit vasculaire du cerveau et des reins. Donc, le risque, c'est qu'en diminuant la pression trop rapidement, on risque une hypotension. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va encore utiliser amlodipine. Alors, attention, là, ce n'est pas une dose par chat, mais c'est en milligrammes kilo, comme on a plus l'habitude. Donc, c'est entre 0,2 et 0,4 mg par kilo per os CID. On peut également utiliser l'hydralazine aux doses que vous avez indiquées. Attention, par contre, c'est un effet qui est rapide. Donc, il faut bien surveiller la pression artérielle parce que c'est vraiment puissant. Et le telmisartan, on vous rappelle que ça n'a pas été étudié dans ce contexte de la crise hypertensive. Et j'ajoute que si on a des lésions d'insuffisance cardiaque congestive secondaire à l'hypertension artérielle, bien sûr, il faut traiter l'insuffisance cardiaque congestive, donc traitement habituel avec le furosémide et tout l'arsenal qu'on a aussi à notre disposition. Voilà. Merci. On ne t'entend pas, Michael. Pas, Michael. Je pense qu'il faut cliquer sur... Voilà, c'est bon. Voilà, désolé, j'avais doublement coupé mon micro en fait. Donc merci pour vos interventions, c'est très clair. Je crois qu'on a quelques questions dans le chat. On va regarder ça. Là, j'en ai 3. La première. Une hypertension artérielle va-t-elle pouvoir masquer une IRC qui sera révélée suite au traitement de l'HTA? Alors, si on reste dans le contexte du chat, l'hypertension artérielle systémique elle-même, elle ne va pas masquer une maladie rénale chronique. Par contre, si on met un traitement sur une maladie rénale chronique qui a tendance à jouer sur les artérioles de façon non voulue, je fais l'exemple du bénazepril, ou s'il donne une hypotension importante, je fais l'exemple du telmisartan, là, on peut avoir du coup une azotémie. Cette azotémie peut être le reflet d'une attente rénale qui s'est mise en place, ou peut être tout simplement le reflet d'une azotémie pré-rénale, c'est-à-dire j'ai diminué, si vous voulez, la quantité d'afflux sanguin au niveau du rein, mais de façon qui n'a pas perturbé le rein lui-même. Donc, pour répondre peut-être de façon plus simple, la réponse c'est non. Or, il faudrait plutôt se demander si moi, iatrogéniquement, je n'ai pas utilisé un médicament à une dose ou une molécule qui n'était pas indiquée, que du coup, j'ai induit une azotémie qui, elle peut être rénale ou pré-rénale. Ok. Très clair. Conseillez-vous de faire systématiquement une échocardio lors du diagnostic d'une hyperthyroïdie? Eh bien, oui. Moi, j'ai tendance à recommander quand même parce que c'est vrai qu'on peut avoir des lésions à la fois d'hypertrophie, mais on a quand même des hyperthyroïdies. On a des lésions restrictives avec des dilatations atriales, voire biatriales, et qui peuvent avoir comme risque la formation d'un thrombus, par exemple. Donc oui, je recommande quand même de faire une échographie cardiaque quand on a un diagnostic d'hyperthyroïdie. Parce que l'auscultation n'est malheureusement pas suffisante chez le chat pour savoir s'il y a un problème ou pas cardiaque. Alors, et c'est des lésions qui peuvent être secondaires quand on traite l'hyperthyroïdie, qui peuvent être réversibles, quand on traite l'hyperthyroïdie. Donc c'est bien aussi de suivre après dans le temps. Très bien. Pour un chat en insuffisance rénale avec protéinurie et hypertension, on associe d'office
amlodipine et bénazéprile, ou est-ce que c'est mieux d'utiliser d'abord un des deux en premier? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, ce qui est dit et pas dit, c'est-à-dire c'est un peu controversé, c'est dit qu'en cas de protéinurie et hypertension, d'abord on traite l'hypertension et après on contrôle la protéinurie. Si la protéinurie s'est résolue, tant mieux. Si elle ne s'est pas résolue, on rajoute un deuxième médicament. Or, cela, c'est ce que moi, je fais couramment en pratique. Par contre, ça dépend également du degré de protéinurie. C'est-à-dire, j'ai un chat avec une maladie rénale chronique et une hypertension et une protéinurie importante. Quand je commence à parler d'importante chez un chat à 0,8, 1, 1,5, etc. Eh bien, dans ce cas-là, je m'assure tout d'abord que cette protéinurie est vraiment d'origine rénale. C'est-à-dire, je n'ai ni hyperglobulinémie dans le sang, ni j'ai une infection ou une inflammation du tractus urinaire. Si c'est vraiment une protéinurie d'origine rénale, dans ce cas-là, d'emblée, je vais avec un médicament antiprotéinurique. Donc, soit associé à amlodipine et bénazéprile, tout en faisant attention à l'effet hypotensif, soit d'emblée aller avec un médicament de type telmisartan qui, sous la protéinurie, a quand même démontré son effet, même si pas dans beaucoup d'études, mais qui, dans ce cas-là, uniquement si la pression artérielle est inférieure à 200 mm de mercure, comme on vous disait tout à l'heure. Une question sur les résultats de l'hypertension. Comment savoir si l'hypertension n'est pas due au stress? Alors, le seul moyen qu'on a, en fait, c'est de remesurer, donc notamment de faire revenir le matin, quand il n'y a pas beaucoup de monde à la clinique, quand il n'y a pas beaucoup d'animaux, le chat arrive avec la propriétaire ou le propriétaire directement en mesure en pression artérielle. Et quand c'est des chats qui sont malheureusement difficiles comment dire, à gérer, et bah, soit vous le faites sous anesthésie. Donc, dans ce cas-là, en fait, si elle est augmentée sous anesthésie, bah, signifie qu'il y a une hypertension. Si elle n'est pas augmentée, vous ne pouvez pas le savoir. Sinon, l'examen de fond d'œil, souvent le couple chez des chats chez lesquels on suspecte qu'il y a une composante situationnelle pour nous aider. Et donc, si vous avez des lésions fundiques, bah, d'emblée, vous savez qu'il y a une hypertension artérielle. Et Mario, qu'est-ce que tu penses du neurontin pour Alors, il y a eu une étude que j'ai lue. Alors, je vais être sincère avec vous, pas complètement. Je me suis arrêté au matériel et méthode, mais en gros, j'ai regardé les résultats de l'abstract et dans cette étude, en fait, la gabapentin ne semblait pas altérer la mesure de la pression artérielle en tant que telle, mais semblait calmer le chat lui-même. Donc, c'est un bon réflexe à donner à la maison. Après, moi, dans ma pratique courante, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que je stresse les chats, mais même sous gabapentin, il reste intouchable. Donc, personnellement, je n'arrive pas à voir l'intérêt, mais par contre, c'est bien, Émilie, de le dire, c'est une possibilité. Moi, j'ai des bons résultats pour l'écho des chats qui sont réputés intouchables et qui, sous gabapentin, sont quand même. Enfin, on peut faire l'examen sans les endormir. Ouais, ouais. Eh ben, ça ne va pas altérer la pression artérielle, en tout cas. Très bien. C'est une question qu'on a de plus en plus aussi, de savoir si on peut utiliser justement la gabapentine chez certains chats et si ça altère la valeur de la pression artérielle. Est-il indiqué d'associer la spironolactone et l'amlodipine? Je laisse peut-être répondre, c'est-à-dire d'un point de vue médical, oui, bah, notamment, vous savez, c'est le cas de l'hyperaldostéronisme. L'hyperaldostéronisme, dans presque 100% des cas, vous avez une hypertension artérielle et dans le 100% des cas, ça c'est sûr, vous avez une hypocalémie. Donc, en fait, la spironolactone, c'est un épargneur de potassium et par définition même, dans l'hyperaldostéronisme, vous avez une hypocalémie parce que vous avez trop d'aldostérone. Oui, évidemment. Vous pouvez, d'un point de vue médical, d'un point de vue cardiaque, je laisse répondre. Oui, sans problème. La spironolactone ne peut pas faire de mal. Est-ce qu'elle fait de bien? Bien sûr. Oui, là, on est ici. Non, mais c'est vrai. Non, c'est une bonne option. La spironolactone, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus chez le chat aussi. Et la dernière question, donc l'HTA sur une hyperthyroïdie est-elle en relation avec la gravité de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire à valeur élevée de la T4? Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas de corrélation, mais même cliniquement parlant, vous avez parfois des chats qui sont peu cliniques avec des grosses augmentations. Non, donc non, à ma connaissance, après, je ne vais pas mettre ma main à couper, mais franchement, non. Ok. Il y a peut-être une dose, une question que je vois. Tu la vois pas, Michael? Si, elle vient d'apparaître. Ouais. On vient de me les mettre dans les.
J'ai dans le cas d'une hypertension sur un chat avec une grosse insuffisance rénale, faut-il utiliser le telmisartan à double dose comme donné sur le RCP? Alors, là, je vais respirer profondément parce que je veux à l'RCP. Alors, le telmisartan, ce n'est en aucun moment un médicament de l'insuffisance rénale. Le telmisartan, c'est un médicament de la protéinurie et éventuellement de l'hypertension artérielle systémique si elle est inférieure à 200 mm de mercure. Donner du telmisartan à un animal qui a une azotémie, c'est-à-dire une augmentation de l'urée et ou de la créatinine, ne sert à rien et ce n'est pas indiqué parce que c'est un médicament hypotensif. Si vous avez un chat avec, je ne sais rien, si vous travaillez au milligramme par litre de créatinine et que vous l'avez à 50, mais que ce chat n'a ni une protéinurie ni une hypertension artérielle systémique, ça ne sert à rien de donner du telmisartan. Au contraire, vous allez aggraver possiblement sa maladie rénale chronique puisque vous allez le mettre en hypotension. Rappelez-vous qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a toujours un gap. Le telmisartan, comme le bénazepril, ce n'est pas des médicaments de l'insuffisance rénale, c'est des médicaments de la protéinurie et de l'hypertension artérielle systémique. Le bénazepril pour le chien, non pas pour le chat. Merci pour ce rappel, Mario. À quelle dose la gabapentine dans ce cas? Alors, oui, c'est dans le cas. Je reprenne le papier. Donc, si vous voulez bien m'envoyer un mail, je vais vous le dire, mais là, je ne l'ai pas en tête. Peut-être mon assistante a le papier devant. Non, mais je vais. Ouais, je pense que c'était 10 mg kilo comme d'habitude, mais c'est à recontrôler quand même. C'est dans le papier, voir s'ils n'ont pas utilisé une demi-dose. Mais ça, on pourra vous le dire. Je ne sais pas, Émilie, si tu as une dose en tête. Ah non, à chaque fois, je redemande parce que ça ne reste jamais dans ma tête. Et bah, on va recontrôler sur le. Alors, je pense que je l'ai trouvé d'ailleurs le papier. Alors, c'était sous l'échographie cardiaque, la dose 100 mg par chat. Dans le papier qui a évalué les effets de la gabapentin pour l'évaluation cardiaque chez les chats qui sont un peu stressés. Pour le stress tout court, dans un autre papier, c'était toujours 100 mg par chat. Donc, en fait, c'est même des doses plus importantes. Donc, voilà, c'est entre la dose normale à même plus élevée dans les papiers. Ok. Et ben, cette fois-ci, je crois qu'on a fait le tour des questions, à moins que tu en aies vu une autre, Mario. Oui, mais là, moi, il n'y en a plus. Moi, je les ai toutes. Et bien, encore un grand merci, Émilie, Mario, pour vos interventions. C'était top. Et le temps passé là pour répondre aux questions. Très intéressant. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis, rendez-vous au prochain webinaire. Et puis, si vous voulez revoir ce webinaire, il sera disponible sur Webikeo en replay sans aucun problème. Donc, vous pouvez le voir plein de fois si vous le souhaitez. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Merci et bonne fin de semaine à tout le monde.